Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième capsule des capsules vers l'avenir électrique. J'avais comme oublié de présenter le titre, quand même pas pire, après trois capsules, vous l'avez quand même vu dans l'introduction. Donc aujourd'hui, notre sujet, l'autonomie d'une voiture électrique, comment ça fonctionne. Je suis toujours un peu surpris parce que c'est quand même pas si différent d'un véhicule à essence, mais peut-être qu'on y porte moins attention lorsqu'on a un véhicule à essence pour toutes sortes de raisons et qu'avec un véhicule électrique, on se dit que c'est plus important. Donc, on va regarder ensemble comment ça fonctionne. Donc, Claude Gauthier, directeur régional de l'AVIC, propriétaire de l'entreprise Vers l'avenir. Donc, je vous salue en ce beau matin. Donc, on va m'enlever de là. Donc, vous voyez l'autonomie d'une voiture électrique. Donc, on commence. Comment fonctionne le calcul? Donc, en tant que tel, c'est quand même assez simple. L'autonomie que vous allez avoir dans votre véhicule va dépendre bien sûr de la grosseur de la batterie. Donc, plus vous avez un véhicule qui a une grosse batterie, plus normalement vous devriez avoir d'autonomie. Je dis normalement parce qu'on va voir comment fonctionne vraiment le calcul. Donc, c'est pour ça aussi que pour un même véhicule, de plus en plus, on voit que vous allez avoir souvent deux batteries. Donc, ce qu'on appelle l'autonomie standard, en anglais le standard range, et l'autonomie prolongée, donc en anglais on dit le long range. Je suis parti de dire prolonge, mais ça se dit pas. Donc, le long range. Donc, en tant que tel, c'est que vous avez une batterie. Donc, votre batterie a un certain nombre de kilowattheures. Quelle est la différence? On vient de voir depuis deux capsules et je vous parle de kilowatts et tout à coup je vous parle de batterie et là ça devient des kilowattheures. Oui, c'est des kilowattheures parce que la batterie en tant que telle, on la calcule, c'est une réserve d'énergie. Donc on se dit qu'avec cette réserve-là, pendant une heure de temps, si on dépense 100% de la batterie, vous allez avoir un certain nombre de kilowatts. Donc c'est pour ça qu'on parle de kilowattheure. Et non pas de kilowatt tout seul. Le kilowatt est une unité de puissance, alors que le kilowattheure est une unité de réserve. Donc, combien on a de réserve. Donc, c'est un peu la même chose qu'avec une auto à essence. Lorsque vous faites le plein, dépendamment de la grosseur de votre auto, donc le manufacturier a mis un réservoir d'essence qui va être plus ou moins grand. Donc, si vous avez une petite auto, vous allez peut-être mettre 45-50 litres. Si vous avez une auto un peu plus grosse, vous allez peut-être aller à 60 ou 65 litres. Et on sait, les propriétaires de camions mettent beaucoup d'essence parce qu'ils ont un gros réservoir. Sauf qu'à la fin, ces véhicules-là vont avoir approximativement pas mal tous la même autonomie. Je dirais que sur un véhicule à essence, ça varie entre 500 et 600 km environ pour un réservoir. Donc, quand il est plein, si vous avez une consommation, bien sûr, ça c'est en été. On va voir aussi comment ça fonctionne de ce côté-là. Donc, c'est le même calcul. Vous avez votre batterie. Votre auto, elle consomme combien d'électricité, donc combien de kilowattheures ou de wattheures. Des fois, il y a des manufacturiers qui l'expriment en watts ou en kilowatts. Donc, à la fin, ça revient exactement à la même chose. Kilowatt étant 1000 watts. Donc, on vient de voir le calcul. Donc, vous avez une réserve de batterie. Vous avez une auto qui consomme un certain niveau. Et c'est exactement comme une voiture à essence. Vous n'avez pas tous la même consommation dépendamment du véhicule. C'est pas parce que c'est un véhicule électrique que tous les véhicules sont égaux. Il y a des véhicules qui vont à la base consommer plus avec les mêmes conditions. On voit plusieurs tests, vous allez voir, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, plusieurs véhicules avec les mêmes conditions, on va les utiliser de la même façon et à la fin, on va avoir une consommation plus élevée, un par rapport à l'autre. Donc, c'est la même chose. Donc, les facteurs. Le facteur numéro un qui influence grandement l'autonomie, donc, à part que le véhicule peut consommer plus ou moins, là, mais on va dire, mettons, pour le même véhicule. Donc, vous allez avoir une consommation, bien sûr, plus élevée. Donc, si vous avez une vitesse plus élevée. Donc, on voit ici, c'est un tableau que j'ai pris sur l'AVEC, quelqu'un qui expliquait que, en tant que tel, la dépense, elle est exponentielle. Donc, vous voyez que si vous roulez à 65 km/h, vous allez dépenser, exemple, on parle en kilowattheure du kilomètre. Donc, vous allez dépenser environ 15 kWh du kilomètre. Euh, Moi, je le dirais plus en watts. Là, normalement,
Moi, dans mon véhicule, là, ça équivaudrait, mettons, à 145 watts du kilomètre, à 65 km/h. Si vous roulez à 90 km/h, donc là, vous le voyez ici, vous allez tomber à 16 kWh ou 160 watts du kilomètre. Donc, on a quand même une bonne différence. Et lorsqu'on tombe à vitesse d'autoroute, donc vous pouvez aller jusqu'à aux environs 17, 18. Et là, je vais vous dire, c'est vraiment pas un véhicule qui dépense beaucoup, là. Parce que si je roule souvent sur autoroute ou sur la route à 100 km, 100 km/h, oui, ma consommation va être dans les 185-190 watts du kilomètre avec mon auto. Donc, c'est pas une auto pardon, qui dépense beaucoup là, avec les données qu'on a. Donc, vous voyez que le véhicule électrique, c'est un peu le contraire d'un véhicule à essence. Ben, pas juste un peu, c'est le contraire d'un véhicule à essence parce que souvent on voit la consommation des véhicules à essence qui est plus élevée lorsqu'on fait de la ville, donc des vitesses plus basses parce que souvent c'est du arrêt-départ, arrêt-départ. Donc quand on accélère pour repartir la machine, la consommation est très élevée. Et lorsqu'on est à vitesse d'autoroute, donc le moteur, il vient qui fonctionne à un certain nombre de RPM, donc de tours minute. Puis il va dépenser pas mal tout le temps égal, donc la consommation sur la route est moins élevée. Sur un véhicule électrique, c'est le contraire. Donc si vous promenez majoritairement avec des vitesses qui sont basses, vous allez dépenser moins qu'avec des vitesses qui sont hautes. Et vous comprendrez que c'est tout simplement la consommation est propre avec la puissance qui est demandée au moteur pour faire avancer le véhicule. Donc, la vitesse qui est le numéro 1. La deuxième, donc j'ai mis la conduite parce que ça va un peu avec ça, c'est exactement la même chose. Donc oui, un véhicule électrique va consommer moins, donc si vous êtes en ville. Sauf que si vous partez sur le départ, puis c'est tentant, là, parce qu'un véhicule électrique a beaucoup de puissance, beaucoup de couple. Donc, quand on démarre sur un coin de rue ou à la lumière, ben, on aime ça, là, c'est le fun de partir, puis tu t'accotes dans le siège, pardon, puis ça avance. Mais sauf que si vous faites ça toutes les fois, non seulement votre consommation va être plus élevée sur la route à grande vitesse, ben, elle va être aussi plus élevée à plus basse vitesse parce que vous allez passer votre temps à faire des accélérations rapides, donc ça va quand même dans le même sens. Et vous avez en troisième le chauffage. Donc oui, c'est sûr que si vous avez un véhicule et que vous maintenez la température très élevée, donc c'est sûr qu'il va consommer. Parce que dans un véhicule à essence, le moteur dégage de la chaleur et cette chaleur-là est récupérée par les systèmes, les conduits là, dans la ventilation pour aller réchauffer l'habitacle. Avec un véhicule électrique, il n'y a pas beaucoup de chaleur. La chaleur dégagée par le moteur est minime. La chaleur dégagée par la batterie aussi est minime. Donc, on doit avoir des systèmes. Les premiers véhicules électriques, là, c'était carrément un chauffage radiant tout le temps. Donc, c'était bon, mais l'autonomie, je vais vous dire que la minute que vous l'utilisiez un peu, là, elle plantait quelque chose de rare. Ensuite, à un moment donné, Nissan est arrivé dans la Leaf avec une thermopompe qui a grandement amélioré la capacité, donc l'autonomie. Sauf que c'était une technologie là, dans les années 2013 à aller... bon, ils l'utilisent encore, mais je veux dire, dans les premières technologies de thermopompe, puis c'était comme les thermopompes à la maison, là, je vais vous dire que rendu à moins 15 Celsius, là, la thermopompe avait pas mal atteint sa limite, puis on tombait sur le chauffage radiant qui, encore là, faisait plomber l'autonomie. Donc, imaginez que vous avez des températures de moins 20, donc c'est difficile de chauffer le véhicule. En plus, la thermopompe n'est pas capable de suffire rendu à cette température-là. Donc, vous utilisez le chauffage radiant qui, lui, fait baisser l'autonomie. Donc, c'est sûr que les premiers véhicules électriques avaient une bonne différence dépendamment de la température. Là, je peux parler de ma Leaf, là, je faisais peut-être 135-140 l'été. Puis j'ai déjà fait à moins 30, 58-59 km. Puis quand je suis arrivé chez moi, là, l'auto me criait, là, charge-moi, là, ce qu'on appelle la fameuse tortue.
Donc, on voyait apparaître la tortue. Tous les systèmes étaient baissés, donc on avait moins de chauffage. Les vitesses aussi étaient baissées. C'était pas bien le fun. Tu avais hâte d'arriver puis de brancher. Donc, vitesse, la façon que vous conduisez, et oui, le chauffage va faire une bonne différence. Donc, maintenant qu'on a vu les facteurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, vous voyez, j'ai fait un petit tableau, là, c'est une image encore que j'ai prise sur la VIC. Donc, quelqu'un qui avait fait des tests, donc l'autonomie selon la vitesse et la puissance de chauffage. Donc, vous voyez là ici, on a des vitesses, donc à 20 km et testé jusqu'à 120 km. Puis là, la première chose que vous allez réaliser, là, comme moi, ça m'a un peu surpris de voir, comment ça se fait que si je roule à 20, je vais consommer plus qu'à 60. Ben, là, vous voyez, là, j'ai fait une ligne ici là, qui est pas mal le point maximal pour chacune des températures de chauffage, là, parce que vous le voyez là, ici à droite, donc 0 kW, donc on prend aucun chauffage, 1, 2, 3, 4, 5. Donc plus la ligne est foncée, plus on utilise du chauffage. Bien, c'est en tant que tel, c'est que c'est le préchauffage, d'accord? Donc, quand on démarre le chauffage dans un véhicule électrique, donc j'imagine que ici, si j'ai mis 5 kW de puissance de chauffage, bien c'est parce qu'il faisait très froid dehors. Donc, automatiquement, le calcul se fait que le véhicule voit la puissance qui est demandée, se dit, bon, ben ça va durer pendant X temps, et fait le calcul que si tu continues comme ça tout le long, là, à 100%, ben moi, là, mon autonomie, ça va être ça. OK? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça part en montant? Ben, c'est parce que dans la période de préchauffage, OK? Le véhicule, on va dire, il est stationné, il est branché, c'est très important, vous allez voir, là, c'est dans les conseils avec lesquels que je m'en viens. Donc, ici, donc le préchauffage, l'auto, elle est branchée, elle n'avance pas, OK? Ou elle avance très peu, donc je viens de vous le dire, la batterie, le moteur électrique ne produit pratiquement pas de chaleur. Donc, c'est le chauffage qui embarque à 100%. Donc, dépendamment des températures, ça va être la thermopompe ou encore s'il fait vraiment très froid, donc ça va être le chauffage radiant. Et il n'y a pas de chaleur qui est donnée par le moteur ni par la batterie. Donc, vous voyez que ce qui se passe, c'est que plus j'avance rapidement, donc si je prends 1 kW de puissance de chaleur et que je commence à avancer, donc la chaleur qui est produite par mon moteur, par ma batterie, va être récupérée. Parce que oui, les systèmes, c'est des systèmes au glycol. Donc, on va réchauffer la batterie, on va refroidir la batterie en même temps. Donc, quand la batterie et le moteur commencent à se réchauffer, on va récupérer cette chaleur-là. Et ça fait que ça va réchauffer l'habitacle. Puis, vous allez avoir moins besoin de chauffage en tant que tel. Vous allez baisser la vitesse du ventilateur, vous allez baisser un peu la température. Donc, c'est pour ça que toutes les courbes à 20 km sont plus prononcées que si vous roulez à 60. OK? Donc, entre 40 et 60 km, dépendamment de la température extérieure. Donc, vous allez avoir une certaine chaleur qui est générée par le moteur, par la batterie. C'est cette récupération-là qu'on fait. OK? Donc, mon premier conseil, c'est de faire chauffer le véhicule et surtout un véhicule électrique, il faut le brancher. Bien sûr, vu qu'il fait froid, on branche, ça c'est certain. On va aller chercher la chaleur de notre chauffage, oui, mais on ne prendra pas d'autonomie dans la batterie. Okay? On ne prendra pas de quantité d'énergie dans la batterie. On la prend dans la batterie, oui, mais en tant que tel, la batterie automatiquement va aller recharger sa batterie pour la maintenir au niveau où on a demandé. Donc, premier conseil, on fait toujours du préchauffage. Sur un véhicule électrique, vous ne le laissez pas brancher la nuit s'il fait froid. Premièrement, parce que aussi, vous allez avoir un chaud batterie. Le chaud batterie va utiliser une certaine partie de votre énergie dans la batterie. Donc, vous le branchez, il va se maintenir au pourcentage que vous lui avez demandé. Et lorsque vous allez arriver le matin, vous démarrez le préchauffage. Donc, c'est pas mal plus facile de faire chauffer un véhicule qui est stationnaire. C'est pas à 100% étanche. Donc, quand on roule, oui, il y a toujours de l'air un peu extérieur qui rentre dans l'habitacle. Donc, si votre véhicule est stationnaire,
Vous allez aller chercher la puissance dans la borne de recharge, la ramener dans la batterie pour chauffer le véhicule. Donc, ça va être immensément mieux. Le véhicule, il est stationné, donc on n'a pas à se battre contre les infiltrations d'air qui peuvent entrer dans l'habitacle. Vous allez rentrer dans votre auto, elle va avoir maintenu sa pleine capacité, donc pour la recharge, et votre véhicule va être chaud. Donc, vous partez avec. Vous baissez le chauffage automatiquement. On ne roule pas puis essayez de réchauffer l'habitacle en même temps. C'est déjà chaud. Donc, on baisse un peu la température. On va baisser la ventilation. Donc, on va prendre beaucoup moins d'énergie dans notre batterie. La deuxième chose, tout à l'heure, je vous ai parlé de vitesse. Donc, vous voyez ici là, la différence qu'il y a entre rouler 80. Donc, si on prend le 0 kW. Donc, si je roule 90 km, donc vous le voyez, pour ce véhicule-là, les tests étaient faits sur une Chevrolet Spark. Donc, ça lui donnait un 130 km d'autonomie. Si je roule aux environs de 100 km/h, je vais tomber à peut-être 105, 115 ou 120 km. Donc, juste pour 10 km, donc vous voyez que je baisse d'environ 10 à 15 km sur mon autonomie. Et si je roule 80, bien sûr, c'est sûr que sur la route, on ne roulera pas 80, mais admettons quand même, donc on tombe près de 150 km d'autonomie. Et si vous roulez à 110, vous allez tomber à peu près à justement 100 km d'autonomie. Donc ça fait une bonne différence. Donc vous le voyez dans mon tableau, la vitesse, la chaleur, donc le chauffage. Puis vous voyez, là, j'ai marqué la température externe parce que oui, on l'a dit au début, donc plus j'utilise du chauffage, plus ma température externe, elle est froide. Ma batterie doit aussi se tenir à une certaine température parce que sinon, elle va geler puis on veut vraiment pas ça. Donc, c'est tout ça qui fait que notre autonomie va baisser. Donc, c'est les conseils. Préchauffer, très important. Ensuite, vous commencez à rouler, dites-vous que votre moteur, votre batterie va générer quand même un peu de chaleur. Et la vitesse. Donc, c'est sûr que si on peut éviter, là, pour les gens qui sont en ville, les autoroutes, si vous avez des routes secondaires qui vont demander une vitesse un peu moins élevée puis que vous ne nuirez pas au trafic, bien, vous êtes mieux de faire ça. Donc, ici, le gomme. Je vais retourner sur mon tableau. Excusez, j'ai été un petit peu trop vite. Le gomme, c'est quoi le gomme? Bien, en tant que tel, c'est l'ordinateur dans l'auto qui va calculer tout ça. OK? Donc, on a dit au début que vous avez une batterie, elle a une certaine quantité d'énergie. Votre véhicule consomme, admettons, 150 watts du kilomètre. Donc, le véhicule lui dit, bon, moi, j'ai tant de kilowattheures de réserve, je consomme tant de kilowatts. Donc, il fait le calcul sommaire, puis il se dit, avec cette consommation-là, normalement, c'est calculé sur les 50 derniers kilomètres. Donc, va vous dire, bien, tu devrais avoir une autonomie de temps. Vous voyez ce que j'ai dit? Tu devrais. OK? C'est malheureusement fiable et pas fiable. Là, je vous donne un exemple. Admettons que la journée d'avant, justement, vous avez fait 50 km. On est en hiver, mais vous avez quand même des belles températures. Là, on va parler d'une température de, mettons, moins 10 degrés. Donc, avec ça, il n'y a pas beaucoup de neige sur la route, pratiquement pas. Donc, pas difficile d'avancer, tout ça. Donc, vous avez une consommation quand même assez basse. Vous arrivez le lendemain matin et la température, elle a baissé rapidement. Là, on est tombé dans les moins 25. Il a tombé de la neige pendant la nuit. Et vous partez de chez vous, vous avez des routes, tout ça. Vous allez arriver dans la gadoue, là, ce qu'on appelle de la slush. Et là, le véhicule va avoir beaucoup plus de problèmes là, pour avancer, beaucoup plus de misère à avancer. Vous utilisez plus de chauffage. Donc, malgré votre autonomie annoncée par le véhicule, parce que lui, il calcule avec les 50 derniers kilomètres, il va vous donner une autonomie plus élevée que vous allez réellement faire. OK? Parce que lui, il va avec qu'est-ce qui s'est passé justement les 50 derniers kilomètres avant. Donc, il analyse ça. Ça peut être le contraire aussi. La journée d'avant, qu'il faisait froid, qu'il y a eu de la neige, donc de la gadoue, tout ça, vous avez eu de la misère à avancer, votre consommation est très élevée, donc il va vous donner un calcul d'autonomie plus faible que ce que vous allez réellement faire dans cette journée-là. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le GOM, en anglais, le Guess-O-Meter. Donc,
L'ordinateur d'abord, il fait ces calculs-là, mais il ne peut pas, c'est impossible, arriver avec exactement l'autonomie plutôt que vous allez avoir. Là, je vous donne ici un exemple, c'est un tableau que j'ai trouvé encore sur la VIC. Je ne le dirai pas assez comment c'est merveilleux. Donc, vous voyez ici, c'est quelqu'un qui a pris avec différents véhicules, là, puis des propriétaires, qu'est-ce que ça leur donnait environ dépendamment des saisons. OK? Donc ici, moi j'avais cliqué là, sur la Chevrolet Bolt qui a 66 kWh de batterie. Donc vous voyez, lui en été, donc fonction normale. On roule un peu sur la route, après ça de l'autoroute ou de la grande route, tout ça. Un peu de climatisation. Donc en utilisation normale, va faire environ 375 km. Le Eco à 458, donc c'est surtout lorsque quelqu'un va avoir pas de climatisation et va rouler sur des routes secondaires, donc à une vitesse de peut-être 60-70 km, 80 km. Donc la vitesse est moins grande, pas de climatisation. Donc c'est pour ça que, vous voyez, l'autonomie annoncée EPA pour la Chevrolet Bolt est de 417 km pour le modèle 2020. Mais en été, il va faire 375, puis en mode éco, peut faire jusqu'à 458. On voit ensuite l'automne et le printemps. Donc, l'utilisation normale, 417, et en mode éco, 521. Comment ça se fait que l'automne et le printemps, je fais plus que l'été? Bien, tout à l'heure, je vous l'ai dit, la climatisation. Parce que oui, la climatisation, ça a beau pas être du chauffage, c'est un appareil électrique, il fonctionne avec de l'électricité, bien sûr, donc il va consommer. Donc, c'est pour ça que si vous avez des températures élevées l'été et que vous utilisez beaucoup de climatisation, vous allez avoir une autonomie plus basse que l'automne et le printemps parce que les températures extérieures nous demandent peut-être pas de chauffage et ni climatisation. Puis l'air à l'extérieur aussi, c'est peut-être des choses que les gens ne savent pas. Mais plus l'air est froid, plus elle est dense. Donc, avec tout ça, on va peut-être faire plus le printemps et l'automne qu'on va faire l'été. Et on va faire surtout plus que l'hiver. Donc là, vous le voyez, en utilisation normale, donc pour la Chevrolet Bolt, était d'environ 250 km d'autonomie. Et en mode éco, donc avec des vitesses plus basses, puis qu'on utilisait un peu moins de chauffage, on pouvait se rendre jusqu'à 354. Donc, l'autonomie de la Bolt, si je regarde sur une année, peut aller de 250 à 521. Même si l'autonomie annoncée EPA de la Chevrolet Bolt est de 417 km. Je vais vous montrer aussi une autre affaire. Le Hyundai Kona, le Kia Niro et la Kia Soul, qui ont tous les trois 64 kWh de batterie, qui sont du même manufacturier. Là, on sait que Hyundai et Kia, c'est la même chose. Donc, le modèle est différent. Et la façon aussi qu'on a manufacturé le véhicule va être différente. Donc, même si on a la même batterie, OK? Donc, vous voyez là, 64, 64, 64. Tout à l'heure, je vous ai dit que chaque manufacturier faisait que des fois, un véhicule va consommer plus, va consommer moins. Donc, vous le voyez, la Hyundai Kona était annoncée à 415 km EPA, alors que le pendant Kia Niro, pour diverses raisons, était de 385. Et Kia Soul était de 383. Pourtant, ils ont tous les trois la même batterie. Donc, c'est la consommation moyenne du véhicule qui fait que l'autonomie du Kona était plus élevée que son cousin Kia Soul. C'est exactement la même chose. Puis, vous le voyez ici, vous avez une Nissan Leaf. Donc, il y a seulement 2 kWh de différence dans la batterie. Puis, elle a une autonomie annoncée de 363 km. Encore là, pour diverses raisons, fait que le véhicule, même s'il a la même batterie, va avoir moins d'autonomie. Donc, vous le voyez, le gomme, on le voit bien là. Puis c'est pour ça que j'ai laissé les morceaux de casse-tête ici, que j'ai placé plutôt les morceaux de casse-tête ici. Donc, la capacité de batterie, sans boîte avec votre consommation, les deux ensemble vont vous donner votre autonomie. Et elle est calculée par le GOM, donc le Guess O-Meter. Donc, quand vous voyez sur votre véhicule qui vous dit que vous allez faire 350 ou 400 km, bien, dites-vous que c'est un approximatif. Ça peut être un peu plus si vous avez eu des conditions qui n'étaient pas très favorables la journée d'avant,
Ou encore, ça peut être un peu moins si c'est le contraire, vous aviez des conditions très favorables la journée d'avant lors de votre déplacement. Donc, le guide hivernal, parce que oui, un véhicule électrique, là, je vais vous dire, à 90% du temps, c'est un peu comme l'utilisation avec les BRCC. Là. Des fois, des gens qui vont me dire, on l'a vu dans l'autre capsule, ah, c'est rendu, ça va s'en venir aussi cher qu'à l'essence. Non, ça ne deviendra pas aussi cher qu'à l'essence. Et même si, oui, c'était aussi cher que l'essence lors de nos déplacements, ça équivaut à environ à 10% du temps. Donc, focuser sur le 90% restant. C'est la même chose pour le guide hivernal. Oui, moi, je vais vous dire, là, bien franchement, j'adore mon véhicule. Sauf décembre et janvier, j'ai hâte qu'on trouve des meilleures solutions pour avoir une super bonne autonomie, même s'il fait très froid. J'habite dans le nord du lac Saint-Jean. Là. Ce matin, je vous le dis, là, il faisait moins 34. Donc, on est quand même en février. Là. Ce matin, moins 34. Donc, c'est sûr que le véhicule, il est branché. Avant de partir, on le fait préchauffer. Mais ça reste pareil que si j'ai des longs déplacements à faire, ben, je vais avoir besoin d'au moins une recharge. Peut-être que ça ne fitera pas justement dans mes déplacements, c'est un petit peu tannant. Alors que l'été, je vais faire les mêmes déplacements dans mon véhicule sans me préoccuper de rien. J'embarque, j'y vais, je reviens, je me branche une fois chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait en hiver? Ben, c'est avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, préchauffer. Donc, je vous le dis, là, préchauffer, mettez-vous ça dans la tête, c'est très important. Vous branchez votre véhicule, OK? Vous ne le mettez pas à 100%, mettez 80-90% si vous voulez l'hiver, mais branchez-le. Donc, vous voyez, là, ma deuxième image, c'est avec ça. Et lorsque vous avez à vous déplacer, donc lorsque vous avez à faire des déplacements qui sont appréciables, on va parler de 150-200 km, mais planifiez. Malheureusement, là, je vois des gens qui sont des nouveaux utilisateurs, qui achètent un véhicule électrique, ça ne pose pas trop de questions, ça ne renseigne pas non plus beaucoup. Là. Puis, des fois, ben, quand ils achètent le véhicule, la personne qui lui vend ne va pas connaître beaucoup les véhicules électriques, ne se renseigne pas non plus beaucoup. C'est pour ça que je fais ces capsules-là. Donc, ne prévoit pas. Embarque dans le véhicule, puis ils partent, puis tout à coup, oups, s'aperçoivent qu'ils ne feront pas le 400 km qu'ils pensaient faire. Hein? Oh non, je suis obligé d'arrêter quelque part. Ils n'ont pas d'application pour trouver les bornes, ChargeUp, PlugShare, et n'ont pas l'application circuit électrique. Est-ce que ça se peut? Oui, je l'ai déjà vécu. Quelqu'un qui m'appelle en panique. Monsieur Gauthier, excusez-moi, là, mais là, je suis mal pris. Il me reste à peu près 20% de batterie. Je pensais que j'allais me rendre à ma destination. Qu'est-ce que je fais? Ah, ben, est-ce qu'il y a une borne proche? Je ne le sais pas. Ben, je suis obligé de trouver une borne à la place. Puis dire à la personne, garde, rentre ça dans ton GPS, va-t'en là. As-tu l'application du circuit électrique? Non. Garde, quand tu seras rendu, là, dis-le-moi, moi, de démarrer la borne, puis on s'arrangera plus tard. Donc, un peu toujours surpris, mais ça existe encore. Donc, préchauffez, branchez-vous, planifiez. D'accord? Donc, sur ce, bonne journée et revenez nous voir pour la prochaine capsule. Merci.